Deuxième journée de la semaine du tourisme, une journée un peu particulière puisque nous l'avons dédiée aux thématiques randonnée. Et nous allons commencer dès maintenant par la première conférence et nous serons avec vous jusqu'à 20h30 ce soir puisque nous vous proposons pour cette thématique rando 5 conférences cet après-midi et dans la soirée. D'abord, comment préparer son chemin de Saint-Jacques qui va être traité dans quelques minutes. À 17h, nous vous donnons rendez-vous pour préparer ces randonnées itinérantes grâce à mongr.fr. Nous enchaînerons à 18h avec hygiène, rando. Il y a toujours une rando à faire près de chez vous. À 19h, nous serons avec les running yogi pour bien préparer son running, son trail et avec une petite démonstration pratique. Et enfin, pour parfaire vos connaissances sur la rando, un aspect un petit peu plus pratique, puisqu'à 20h, nous retrouvons Simalp qui va vous présenter la panoplie complète du randonneur en termes de matériel et équipement du randonneur. Donc, un beau programme. On est content de vous avoir avec nous. Vous êtes déjà nombreux dès 16h. On espère que vous allez rester avec nous jusqu'au bout pour être tout à fait au point des randonnées pour le printemps ou cet été. Je laisse la parole à Margot qui va vous présenter cette conférence. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette conférence sur le thème de comment préparer son chemin de Saint-Jacques. Nous sommes accompagnés de deux intervenantes, dont Gaëlle Delabrosse, qui est familière des chemins de Saint-Jacques, qu'elle fréquente depuis 35 ans. Elle est journaliste à l'hebdomadaire Le Pèlerin et éditrice aux éditions Salvator, où elle dirige la collection Chemin d'étoiles. Elle a écrit une dizaine de livres, spécialement guide spirituel des chemins de Saint-Jacques et un guide des chemins de pèlerinage. Elle vient également de publier le livre Événements de l'année jubilaire à Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques, où 34 personnalités racontent leur chemin. On est également accompagné de Danielle Tournier, qui est vice-présidente de l'association Compostelle 2000, qui est une des 2 associations jacquaires de Paris. Elle y développe beaucoup d'activités, notamment des ateliers d'écriture et des ateliers avant et après chemin. Elle est également pèlerine sur les chemins de Saint-Jacques, Voie d'Arles, Camino del Norte, Camino Frances, chemin portugais et chemin mozarabe. J'espère que je les ai bien prononcés. Voilà, vous êtes avec nous pour 30 minutes. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Marianne et merci Margot. Voilà, on est heureux de pouvoir parler avec vous des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, même si ce n'est pas sur notre stand de Destination Nature qu'on avait chaque année avec le Pèlerin et Chemin d'Étoiles et Compostelle 2000 et d'autres associations. Mais on s'est dit que quand même cette année, il fallait continuer à rêver et puis pourquoi pas à se mettre en chemin. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vais poser quelques questions à Danielle Tournier de Compostelle 2000. Danielle, quand et où partir cet été? Ou cette année, voilà, cette année un peu particulière. Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Quand partir et où partir? Et d'ailleurs partir, une idée, une envie. On a repoussé ce projet et on piaffe d'impatience. Nombreux sont ceux qui rêvent de partir. Vous savez quand même qu'actuellement, la situation est difficile en raison de la pandémie, mais enfin, rêver est encore possible et surtout se préparer, s'informer, se tenir au courant des conditions d'accueil essentiellement, des ouvertures des auberges, parce que si les chemins sont ouverts en France, il faut quand même être vigilant sur les conditions d'accueil, la circulation possible ou non, notamment en Espagne, car vous savez, ou peut-être pas, mais en Espagne, les décisions de libre circulation sont régionales. Donc, s'informer. Contacter pour cela les associations locales. Cette année, nous sommes dans une année jubilaire, c'est-à-dire que le 25 juillet, jour de la Saint-Jacques, tombe un dimanche. Donc c'est une année importante, festive, mais elle sera prolongée en 2022. Donc je dirais patience, continuez de rêver et de faire des projets et renseignez-vous. Donc effectivement, pour l'Espagne, pour l'instant, il ne faut mieux pas trop rêver jusqu'à l'Espagne, en fait. Exactement, hein, exactement. Il y a des confinements régionaux et donc
voilà. Par exemple, certaines auberges sont fermées. Le bureau de Web Compostela qui accueille les étrangers à Compostelle est actuellement fermé. Le bureau d'accueil des pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un lieu très important, est fermé. Donc, il faut, au jour le jour, je dirais à la semaine, se renseigner. Voilà. Alors, je pourrais dire quand partir. Quand partir, on a envie de partir cet été, par exemple. L'été, c'est quand même plus facile que l'hiver. On a un sac plus léger. Et puis, de toute façon, l'hiver, les auberges sont fermées. Mais enfin, normalement, à partir d'avril, elles devraient être ouvertes. Alors, moi, je vous suggérerais d'emblée de consulter, par exemple, sur le site de l'association de Compostelle 2000.org. Si vous allez sur Internet, sur ce site, compostelle2000.org, dans la rubrique « Se préparer », vous trouverez une page qui s'intitule « Covid et chemin de Compostelle ». Et là, c'est régulièrement mis à jour. Vous trouverez conseils sur les hébergements, l'équipement et les adresses utiles. Est-ce qu'il faut penser aussi à prendre peut-être, avant de partir, la crédentiale de l'association, cette lettre de créance, qu'on appelait lettre de créance au Moyen-Âge, oui. Sur laquelle on doit apposer un tampon pour pouvoir se faire accueillir aussi dans les gîtes? Absolument, c'est indispensable. C'est indispensable. Cette crédentiale, vous chercherez plus avant le sens de ce pass. Mais sachez qu'il est indispensable pour avoir une place en auberge notamment. C'est ce qui fait de vous un pèlerin. Vous allez le faire tamponner tous les jours et vous le présenterez à l'arrivée à Compostelle. Et c'est ce qui témoigne de votre parcours. Voilà. Évidemment, alors, vous pouvez partir pour une longue période ou plus courte. Il y a des gens qui partent une semaine, des gens qui partent un mois. Cette crédentiale, gardez-la avec vous et au fur et à mesure de votre cheminement, vous la faites tamponner. Voilà, donc selon l'endroit, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des différents coins de France et même du monde avec nous. Donc, selon l'endroit où vous habitez, donc vous pouvez donc contacter l'association Jacquer la plus proche de chez vous. Il y en a au Québec, il y en a. Et en France, vous avez toutes les adresses des associations sur le site de la Fédération française des Amis des Chemins de Compostelle, vous tapez cela, Fédération française des associations des chemins de Compostelle, voilà. Et là, vous avez toutes les adresses des associations dans les différentes régions, les différents départements, voilà. Voilà, la FACC. Voilà. Et Daniel, je voulais vous poser une autre question. De par les circonstances actuelles, on a beaucoup moins bougé cet hiver et puis… là, c'est vrai qu'on est presque auto-confiné chez soi, on bouge beaucoup moins, nos muscles ont fondu. Est-ce qu'on peut partir comme ça, se décider un beau matin de prendre son sac à dos, ou est-ce qu'il faut faire quand même s'entraîner un petit peu? Alors, tout est possible, mais alors il faut quand même être attentif à son corps, quand même. Et donc, il vaut mieux l'entraîner un peu. Et donc, marcher, c'est encore possible quand même actuellement. Marcher, s'étirer, faire des randos à la journée. Vous partez le matin. Avec un sac rempli quand même, pour avec un sac, en condition. Voilà. Vous essayez de prendre un sac à dos pour voir comment ça fait. Voilà. Mais aussi pour essayer vos chaussures, parce que vos chaussures de marche, voilà, vous allez voir où sont les échauffements, qu'est-ce qui vous pèse. Et non, je crois que c'est intéressant de s'entraîner un peu à la marche, même si vous marchez en ville. Sachez que le corps s'adapte au bout de quelques jours. Les 3 premiers jours sont les plus difficiles finalement. Parfois d'ailleurs, au 4e jour, on se demande ce qu'on fait là, mais il prend plaisir au bout d'une semaine et là, et les différentes associations Jacquer proposent des marches d'entraînement en quelque sorte pendant toute l'année. Donc, on peut peut-être voilà, aussi, c'est une bonne occasion à la fois de parler
Tout à fait. Les associations proposent des randonnées. Donc, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de Compostelle 2000. Vous pouvez trouver sur l'agenda une série de dates avec des balades à faire, bien sûr, à la journée. Alors, on parlait du sac à dos, Daniel, c'est toujours le point crucial avec les chaussures. Hein. Comment le choisir, ce sac à dos? Quel poids est-ce qu'il faut qu'il ait au départ? Oui, alors, comment choisir son sac à dos? Sachez quand même que les sacs à dos pour les femmes ne sont pas les mêmes que pour les hommes. Hein. C'est une conformation physique, on va dire. Il vous faut aller dans un magasin, que ce soit genre Decathlon ou une boutique Vieux Campeur, essayez plusieurs sacs à dos et apprenez à le régler. Essayez de prendre 30 à 40 litres pour, si vous êtes une dame, et 40 à 50 litres pour hommes et pas plus. Parce que plus un sac est grand et plus on a tendance à le remplir. On dit en général qu'il ne doit pas excéder 10% de votre poids. Moi, je conseille de le peser avant de partir et de penser à l'eau que l'on ajoute, c'est-à-dire 1 litre. Un litre qui fait 1 kilo, quoi. Oui, 1 kilo de plus. 1 litre qui fait 1 kilo. Voilà, de préférence en 2 bouteilles pour équilibrer votre sac, comme ça vous en mettez une de chaque côté. Donc, par exemple, moi je n'excède pas 8 kilos. Gaëlle, je ne vous entends pas. Peut-être, je vais donc continuer. Que faut-il y mettre dans ce sac? Quel est le superflu et l'incontournable? Exactement, voilà. La fameuse question. Voilà, et c'est à la fois compliqué quand même, parce que ce qui est superflu pour l'un est incontournable pour l'autre. Et vous trouverez dans les guides et sur les sites des listes hein, quand même. Cependant, sachez qu'il faut des vêtements légers. Hein, pas de jean, par exemple, évidemment. Pantalon et t-shirt en microfibre, ce genre-là, ce genre de tissu. Des sous-vêtements, évidemment, peu. Parce que tous les jours, vous allez laver un peu. N'attendez pas que tout soit sale. Tous les soirs, vous lavez un peu de vêtements qui sécheront pour le lendemain. Voilà, une polaire ou bien un anorak. Vous savez, de ces petits anoraks qui se roulent en boule et qui sont très légers. C'est assez pratique. De quoi avoir chaud pour le matin ou le soir. Voilà. Et puis, un duvet. Alors, en temps normal, on ne recommande pas forcément un duvet. Parfois, on se contente de prendre un sac à viande. Mais un duvet actuellement, parce que c'est un peu comme un cocon personnel et parce que pour des raisons sanitaires, c'est préférable et c'est même indispensable dans certains lieux. On va vous dire, on ne vous prêtera pas de couverture actuellement. Il vous faudra avoir un duvet. Hein, voilà. Pensez à prendre évidemment des soquettes ou chaussettes, 3 paires, je dirais. Pas en coton parce que ça met un temps fou pour sécher, chaussettes spécifiques. Il ne faut pas lésiner sur le confort des pieds. Hein, c'est eux qui vous servent, là, qui vous tiennent. Une trousse de toilette et de pharmacie, bien sûr, avec ce que vous avez envie, hein, pas en surplus, de la crème pour les pieds, toujours, bien sûr. Moi, je suggère de prendre des bâtons de marche, deux. Vous vous appuierez, vous pourrez chasser les chiens, battre les orties, enfin bon, moi j'aime assez les bâtons de marche. Prenez une petite pochette pour les documents, papier, identité, téléphone et argent, et parce qu'il faut que ce soit indépendant de votre sac à dos pour pouvoir le garder toujours avec vous. Voilà. Parfois, on ne peut pas avoir son sac à dos proche de son lit dans la même pièce. Donc, par contre, vos papiers, ne les abandonnez pas. Gardez-les toujours avec vous dans un sac réservé à ça. Alors, actuellement, rajoutez-y des masques, du gel hydroalcoolique, un grand sac en
plastique pour ranger votre sac à dos, ça risque de vous être demandé, ou même parfois les chaussures. Pensez aux mouchoirs en papier et pensez également aux couverts, gobelets et assiettes non jetables de préférence, parce que vous risquez d'en avoir besoin tous les jours, parce que dans les lieux où habituellement on prépare des repas, vous risquez de ne pas en trouver, on ne vous en prêtera pas, il faut en avoir, vous, personnel. À cause de la période actuelle, hein, à cause de la pandémie, oui. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Et pensez à prendre un crayon, un stylo, un carnet. Vous pouvez toujours y noter des petites choses et l'adresse, mais également vous prendrez plaisir à peut-être à tenir un journal, peut-être à noter des noms qui surgissent, des anecdotes, et vous les retrouverez avec d'autant plus de plaisir à votre retour. On reconnaît là l'organisatrice d'atelier d'écriture de Compostelle 2000. Des fois, on n'y pense pas. Et on le regrette un peu au retour parce que la mémoire est infidèle. La mémoire est terriblement infidèle. Alors, on prend des photos avec son téléphone, évidemment, mais je crois qu'il y a des mots qu'il faut noter. Des fois, c'est pas la peine faut pas se censurer, il faut écrire comme ça vient sur des bouts de papier, sur un petit carnet qui sert à tout. Voilà. Et puis, dans votre sac, évidemment, pensez que vous allez mettre donc l'eau dont on parlait tout à l'heure, mais également un peu de nourriture pour le lendemain, notamment. Faut avoir quelque chose. Ça dépend comment on va faire pour manger. Tout est fermé, les restaurants sont fermés actuellement de toute façon. Donc, est-ce qu'on se fait un sandwich? Est-ce que sur notre chemin, il y aura une épicerie ou quelque chose? Non. La veille, vous prévoyez quelque chose pour votre repas du lendemain. Et peut-être des fruits secs aussi, des fruits secs pour la marche, ça c'est pas mal. Voilà. Ouais. Donc, ça fait un poids quand même supplémentaire. Alors Daniel, on a parlé du sac, on a parlé de ce qu'on mettait dans le sac et les chaussures alors. Les chaussures. C'est important. Le sac et les chaussures, c'est la clé. Les chaussures de marche, à votre convenance, évidemment, hautes ou basses. Les avis sont partagés. Hautes ou basses, je vais vous dire, moi, j'ai des chaussures hautes, mais c'est une question de confort personnel. Hein. Ça n'est pas forcément lié au chemin, difficile ou non. Hein. C'est une question aussi de confort. Alors, vous choisissez quand même des chaussures qui supporteront tous les dénivelés, les cailloux. Hein. Voilà. Pensez une pointure de plus. Parce que les pieds ont tendance quand même à prendre de l'espace et à gonfler un petit peu. Voilà. Et puis, vous les essayez, donc, vous marchez autour de chez vous avant de partir. Partez pas avec des chaussures complètement neuves. Et surtout, vous avez donc une paire de chaussures de marche sur vous que vous allez avoir tous les jours, mais dans votre sac à dos, une paire de chaussures pour le soir. Pas une paire de chaussures de soirée, une paire de chaussures pour être à l'aise, pour mettre les pieds, ça irait. Hein. Certains choisissent des chaussures à lanière parce que dans le pire des cas, dans la journée, ils les mettent. Mais le soir, c'est très agréable d'avoir une paire de chaussures pour se mettre à l'aise. Hein, voilà. Et aérer ses pieds. Période de pandémie. Oui, Gaëlle, je n'entends pas. Alors, peut-être faudrait-il parler des hébergements. Voilà. Des hébergements. Oui, alors les hébergements, c'est compliqué pour moi de vous parler à la fois des temps ordinaires et puis de l'actualité. Allez, on va parler de l'actualité, je pense. De l'actualité. Malheureusement, on est... Voilà. Parce que en temps ordinaire, vous avez une grande variété d'hébergements possibles qui vont de l'associatif au religieux, à l'auberge privée, à l'hôtel, au gîte collectif. Voilà, c'est ça. En général, les pèlerins ont grand plaisir à se retrouver dans des hébergements collectifs, de type associatif ou religieux. En général, c'est ça. Bon, voilà.
Mais ça détermine le prix, hein, bien sûr, et le genre d'accueil. Bon, alors, vous devez absolument savoir si ces lieux sont ouverts. Voilà. Et réserver, prévenir et réserver. Savoir, il y a même des personnes, des individus, individuellement, qui communiquent leur adresse et qui accueillent des pèlerins chez eux. Évidemment qu'il faut prévenir. Alors sachez que si vous êtes seul, c'est plus facile quand même, parce que plus facile de trouver une place que 4 places. Donc évidemment, déjà avant, il valait mieux prévenir, surtout en France, mais là, actuellement, c'est impératif. Impératif parce qu'on vous dira aussi les conditions. Qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans ce lieu d'accueil. Oui, d'autant plus que les hébergements… Je n'ai pas entendu, Gaëlle. Et pour le budget? Voilà. Alors, pour le budget, quel budget prévoir? Alors, c'est pareil, quel budget prévoir? On va dire en France, une auberge associative. Une auberge associative, vous voyez, c'est un lieu collectif qui varie entre 10 ou 20 personnes, un lit, et évidemment, dans les chambres, on est plusieurs, tenus en général par un bénévole relié à une association. Alors, ils ont quand même des frais et de nettoyage, et il y a une cuisine souvent à votre service. Il vous faut compter dans les 15 € la nuit. Voilà. Alors, si vous dormez dans un gîte privé, c'est plus cher. Sachez qu'en Espagne, c'est infiniment moins cher. Et qu'en Espagne, normalement, en temps normal, on ne réserve pas. C'est le premier qui arrive qui a une place. Mais vraiment, assurez-vous que c'est ouvert, hein, actuellement. Voilà, on dira en France entre 40 et 60 € par jour. Maintenant, ça dépend de chaque personne, de la façon dont il va s'alimenter. Est-ce qu'il va au restaurant? Alors actuellement, ça risque de coûter moins cher parce que les restaurants sont fermés. C'est bien triste parce que ce sont des lieux de partage, d'échange, de retrouvailles le soir. Parce que la journée, souvent, on marche seul. Et le soir, on se retrouve avec infiniment de plaisir dans les auberges et dans les petits restaurants des villages. Voilà, mais prévoyez quand même toujours dans votre sac un peu un sandwich, comme on disait tout à l'heure, des fruits secs, quelque chose. Sachez qu'il faut toujours avoir de l'eau sur soi. Alors dans les villages, évidemment, vous pouvez toujours frapper à la porte de quelqu'un. Dans les cimetières, il y a toujours les cimetières qui sont souvent à la sortie des villages, il y a des pompes et de l'eau, toujours. Voilà. Alors, il y a eu une petite saute technique là est-ce qu'il faut acheter un guide ou pas avant de partir? Est-ce qu'il faut partir avec un guide? Alors, un guide ou pas? Moi, je pense que c'est bien d'avoir un guide papier. C'est bien d'avoir un guide papier qui sert de point de repère. Hein? Une fois que vous avez déterminé sur quel trajet vous alliez partir, prenez le guide qui vous convient le mieux. Il en existe de plusieurs sortes. Hein. Je vais juste vous citer les guides Le Père, les guides Miam Miam Dodo, les topo guides FFRP, Fédération Française de Randonnée. Et puis, vous avez des éditions locales, des associations locales, comme par exemple les guides de Compostelle 2000, qui sont revus régulièrement, dans lesquels apparaissent les adresses des lieux d'hébergement, les dénivelés, des étapes types, voilà, hein, un certain nombre de renseignements très, très pratiques. Donc, point de repère. Évidemment, vous pouvez, sur votre téléphone, télécharger des cartes et puis retrouver des associations qui vous donneront des renseignements pratiques.
quand je suis partie sur le chemin Mozarabe, j'ai été épatée par le travail fait par l'association de Grenade et Cordoue, qui mettait en service pour les pèlerins sur le chemin des renseignements extrêmement pratiques et en libre accès. Par exemple, voilà. Sachez qu'en général, le chemin est très bien balisé. En début de guide papier notamment, vous avez indiqué le type de fléchage, les couleurs, comment s'y retrouver. Voilà. Et en Espagne, ce sont des flèches jaunes, partout, dans toute l'Espagne. Pas moyen de se perdre. Voilà. Pensez aux étapes, aux distances, au dénivelé, voilà. Daniel, on a beaucoup parlé de la préparation pratique. Est-ce qu'on peut, il nous reste quelques minutes, est-ce qu'on peut parler aussi un peu de la préparation mentale Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'actuellement, l'ambiance est différente. Hein. Mais enfin, ce désir est très, très vif de liberté, d'échange, de rencontre. D'accord. Voilà. Donc, il faut partir quand même. Mais, quoi qu'il en soit, autrefois comme aujourd'hui, se demander pourquoi on a tant envie de partir. Voilà, ça vaut le coup de se poser ces questions-là, parce que de toute façon, on se la reposera au retour. Et moi, je pourrais dire que celui qui part n'est pas le même que celui qui revient. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclairer autour de la marche. Et c'est intéressant d'identifier ses peurs, ses doutes, ses appréhensions, et d'en parler à des pèlerins un peu aguerris, je dirais, voilà, pour ne pas les mettre de côté et oser partir. Oser partir, rester disponible à l'imprévu, aux rencontres, et rester disponible à ce qui survient. Ce n'est pas une aventure insurmontable que ce chemin, mais enfin, il arrive des choses que l'on n'a pas forcément prévues, imaginées. Voilà, il faut préserver des moments de silence, mais accepter la vie collective. Et en même temps, garder son rythme. Faire attention à son corps, à sa fatigue, possible, hein, être attentif à soi-même. Voilà. Parce que le but, c'est le chemin. C'est le chemin. Voilà. Penser que l'on marche sur le chemin des étoiles, penser que c'est un chemin balisé depuis le XIe siècle. On met ses pas sur les pas d'autres pèlerins, et l'on marche vers la fin de la terre, jusqu'au bout de la terre, à Finistère, hein, parce que Compostelle n'est pas au bord de la mer. Il reste encore 3 étapes et vous avez encore Finistère. C'est un beau chemin. Oui, c'est tout un symbole. Là où le soleil se couche, voilà, et donc on revient, oui, ensuite vers là où le soleil se lève. Enfin, on est un nouvel homme en revenant, ou une nouvelle femme, voilà. On est un nouvel homme, une nouvelle femme. Un autre sujet qu'on abordera un autre jour, oui, c'est l'aspect plus symbolique du chemin. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon, on a donné quelques pistes. Où se renseigner, Daniel, pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent se préparer vraiment avant de partir? Oui. Une adresse, quelques adresses? Oui, alors, moi je dirais au moins ces 2 endroits, c'est-à-dire le site de la Fédération française des associations des chemins de Compostelle. Vous tapez sur Internet et on va vous présenter une carte de France notamment. Et là, on trouve les renseignements actualisés et toutes les adresses des associations régionales. Donc, c'est fort intéressant. Hein. Et vous pouvez évidemment aller sur le site de compostelle2000.org. Sachez que vous pouvez participer à des rencontres avant chemin qui sont... Actuellement, il en existe là régulièrement en très petits groupes. Donc, on se rassemble, quelques pèlerins aguerris, comme je dis, et puis des curieux, des sportifs, des désireux de partir. On échange autour du chemin. Voilà, et on se prépare. Et sachez qu'on peut acheter et compulser des guides à l'association qui se trouve
11 rue Hermel, Paris 18e. Voilà, ça c'est pour Paris. Et donc pour les autres régions ou les autres départements, vous avez tout sur le site de la FFACC. Voilà. Vous avez une carte. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. Moi, je vais donner quelques pistes complémentaires sur le site du Pèlerin, www.lepèlerin.com. Vous avez un onglet chemin où vous avez tout pour partir sur tous les chemins, des conseils pratiques, des témoignages. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que j'alimente ce site, donc sur les chemins de Saint-Jacques et aussi sur tous les autres chemins de pèlerinage. Voilà. Et je voulais aussi préciser qu'on organise ce vendredi qui vient, vendredi 19 mars, de 19h30 à 21h, un live sur Facebook spécial pour l'année jubilaire. À Cahors. Donc www.facebook.com. Sur Facebook, même si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez y assister. Voilà. Et je voulais vous informer d'une dernière chose importante, c'est qu'on organise tous les ans un forum des chemins, d'habitude à Paris, mais cette année, il sera en virtuel, donc du 9 au 11 avril, en raison de la crise sanitaire. Donc, on aura 3 visioconférences en direct à regarder donc sur Internet, avec Fabienne Baudan, David Le Breton, Frédéric Lenoir, etc. Et on aura 17 balades sur les différents chemins de France. Voilà. Je vous donne juste l'adresse mail, l'adresse internet, pardon, www.lepèlerin.com/forum des chemins. Voilà. Vous saurez tout en allant là et en allant à Compostelle 2000. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. On a eu un petit problème de son, je pense, sur la fin, Gaëlle, mais normalement, on a mis les références de tous les sites internet que vous avez cités sur le chat en direct. Peut-être pas encore le forum des chemins, mais voilà, vous allez sur le site lepèlerin.com et vous retrouverez les informations. Normalement, ce sera sur le chat. Alors, le chat a été très actif. Merci à tous parce qu'il y avait un bon mélange de personnes qui étaient déjà pèlerins, qui avaient déjà fait un bout de ce chemin, d'autres pas du tout. D'ailleurs, la majorité étaient plutôt des personnes qui n'ont pas encore pratiqué et qui avaient besoin de beaucoup de conseils. Donc, il y a déjà eu beaucoup de réponses entre participants qui ont été faites. Donc, c'est bien, c'était très sympa. Par contre, peut-être revenir sur quelques questions qui reviennent de manière un peu régulière, notamment sur la distance à parcourir par jour. Alors, même s'il a été dit, ça dépend de son rythme, ça dépend du dénivelé, de la météo, on en fait plus au départ qu'à l'arrivée. Mais voilà, une entente sur un 25 km par jour, qu'est-ce que vous en pensez, Daniel ? Oui, alors effectivement, tout dépend de son âge, de sa condition physique, du sport que l'on fait régulièrement. Mais moi, je dirais bien une vingtaine de kilomètres. Voilà. Alors c'est vrai que plus on marche, plus longtemps on marche, plus on arrive proche des 30 kilomètres. Hein. Mais il y a également alors l'espacement entre les gîtes qui fait que l'on fait telle distance, et le fait que l'on a envie de retrouver des gens que l'on a rencontrés. Et l'on peut voir que statistiquement, les gens font autour de 25 km. Donc, c'est comme ça que l'on retrouve des gens que l'on a croisés antérieurement. Voilà. Alors, il y a une autre... Merci. Il y a une autre question qui est revenue, c'est qu'alors en période de Covid, on sait que les restaurants sont plutôt fermés. Les hébergements, par contre, sont-ils tous ouverts ou ça dépend vraiment de chaque? Et si jamais il n'y en a aucun d'ouvert, est-ce qu'on peut bivouaquer? Ah oui, effectivement, il y a des gens qui ont choisi cette option du bivouac. Hein. Voilà, parce que l'envie de partir est trop forte et qu'on se dit c'est fermé. Là, vous savez, si vous consultez les réseaux sociaux, il y en a plusieurs à propos de Compostelle et des chemins, et beaucoup de questions et de réponses sont à ce propos-là. Donc, je vois bien que beaucoup de lieux sont fermés et d'autres personnes tentent le bivouac.
Cependant, c'est une affaire de temps et de poids. C'est-à-dire que quand même, il faut pouvoir porter sa tente. Hein, c'est autre chose, c'est un autre voyage. Voilà, c'est possible, il n'y a pas de contre-indication. C'est possible. Ouais. Alors, il faut également trouver un endroit pour quand même aller se laver de temps en temps. Voilà, c'est une autre aventure. Hein. Mais il y a des gens qui font ce chemin-là de cette façon-là en temps normal, évidemment. Hein. Peut-être enchaîner, puisque vous parliez des gens qui ont profité pour se laver. Des questions reviennent plutôt sur le nettoyage de son équipement, le rythme auquel on doit nettoyer ses affaires. Certains disent il faut un seul change et on le lave à chaque fois. Vous avez parlé aussi finalement des types de vêtements à avoir qui séchaient vite. Donc, quels sont vos conseils? Oui, eh bien, alors moi je dirais bien que en prendre le moins possible, mais évidemment au minimum un change, on va dire évidemment, mais tous les soirs il faut laver quelque chose, une paire de soquettes, un sous-vêtement, voilà, pour avoir toujours quelque chose de prêt, parce qu'il y a aussi les jours de pluie, hein, alors un change minimum. Alors, ceux qui veulent 3 pantalons, c'est leur libre choix, mais avec 2, ça va. S'ils sèchent rapidement, s'ils sont en microfibre, pratiques, c'est... Il y en a beaucoup qui abandonnent en chemin. Oui. C'est ça le superflu aussi. Hein. Il y a par exemple, de colissimo dans les postes le long du chemin. Je n'ai pas abordé la question du contenu du sac, mais vous avez des serviettes de toilette en microfibre. Hein. Elles sont extrêmement plus légères que celles qui sont en éponge. Et puis, la question de la pluie non plus. Évidemment, si on part 1 mois, il y a des chances pour qu'on rencontre la pluie. Donc, il y a les adeptes cap de pluie et les adeptes type Kaoué et guêtre. Voilà, ça c'est un choix qui est régulièrement discuté, débattu. Merci. Alors, il y a une autre question qui est revenue, ils en ont parlé entre eux, mais la question est, peut-on emmener son chien avec soi et est-ce que c'est pas trop difficile pour eux? Je crois, j'ai rencontré souvent des chiens, des gens avec un chien. Il faut toujours se renseigner auparavant pour savoir si le chien va être accueilli, hein, parce qu'il y a des lieux où ça n'est pas prévu, premièrement. Ensuite, moi, je ne connais pas grand-chose en chien, mais bon, il ne faut pas qu'il soit trop fatigué, ce malheureux chien, quand même. Il y a un site spécialisé là-dessus, hein, vous pouvez aller voir sur Internet, Cani quelque chose, Cani Camino ou quelque chose comme ça. Voilà. Moi, je ne conseillerais pas quand même. Hein. C'est vrai que vis-à-vis des autres pèlerins, surtout en ce moment, on va limiter peut-être les complications. Voilà. Oui, il y a plein de formules possibles, évidemment. Sur des chemins pas trop fréquentés, oui, mais sur des chemins fréquentés, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais. Merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On a en plus un petit peu avancé sur l'horaire. On a publié l'ensemble des sites internet, des forums, etc. sur le chat. N'hésitez pas. Et merci à toutes les deux. Je laisse Margot peut-être conclure. Alors, merci à toutes les deux d'avoir participé. N'hésitez pas à poser d'autres questions sur le chat. On y répondra le mieux possible. Et sinon, rendez-vous dès 17h, pour une deuxième conférence sur préparer ses randonnées itinérantes grâce à mongr.fr. Voilà. Et sinon, bonne fin de journée à tous. Et bon camino. Bon chemin. Bon chemin. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.